effectivement à l'ensemble du conseil communautaire cette étude pour que vous puissiez avoir un avis dessus, et puis rappeler au service de faire les démarches pour qu'on puisse, à l'occasion du prochain budget, faire les arbitrages nécessaires pour mettre en œuvre cette politique paysagère. Oui, simplement pour abonder les propos de Daniel, de mémoire, je crois qu'il y a une charte paysagère qui doit s'appliquer à l'acquisition des parcelles. Oui, de mémoire. Mais cette charte a été reprise dans l'étude paysagère qu'on a menée. Oui. Donc, il faut veiller à ce qu'elle soit bien sûr par les entreprises, et ce qui n'est pas le cas. C'est pas le cas pour celles qui sont là depuis longtemps. Oui. Maintenant, à chaque fois elles sont vraiment, entre guillemets, chapitrées sur ce qu'on attend d'elles. Dans certains cas, effectivement, il y a des clauses dans les actes notariés. Comme là, sur le cas de l'entreprise Paula, il est, comme l'a rappelé Stéphane Rodier, il y a une clause résolutoire en cas de non-achèvement de la construction dans un délai de 36 mois. Donc il y a quand même on se donne les moyens d'être un peu coercitif sur cet engagement de la part des acquéreurs. Et puis après, idem sur le cas de Courpierre, étant entendu qu'à Courpierre, on a l'explication, c'est une entreprise qui s'agrandit. Je n'ai pas la réponse sur la notion de chiffre d'affaires des entreprises respectives. Maintenant, si vous le souhaitez à chaque dossier, on pourra essayer de... Oui. Les études, on en fait beaucoup, les charges aussi. La question de savoir comment on les applique, l'équilibre entre contraintes, programme, négociation, pour garder une marge de négociation, il ne faut pas empêcher le développement de l'entreprise. C'est assez subtil et à mon avis, ça demanderait quand même un groupe de travail, une commission sur un sujet extrêmement important pour nos ambitions paysagères. On est dans un parc naturel, n'est-ce pas? Et Thiers est quand même souvent cité à l'extérieur comme non-digne d'une ville porte. Alors, la première étape, c'est de transférer à l'ensemble des membres du conseil communautaire le contenu de cette étude de requalification. Et après, effectivement, que la commission économie que préside Stéphane Rodier, ou que la commission que préside Rachel Bournier sur la transition écologique, où les deux ensemble peuvent travailler sur un sujet comme ça, pour apporter, le cas échéant, des modifications. Non pas à l'étude, elle est faite, mais à ce qui se traduit en règlement et qui s'impose aux acquéreurs. Oui, j'ai remarqué qu'il me semble très difficile de demander à une entreprise un point de vue financier dans la mesure où elle ne demande pas de subvention. Voilà. Ça me semble très difficile. Oui, de l'imposer. Après, on peut effectivement, dans certaines limites du droit, dans les actes notariés, avoir quelques clauses contraignantes. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Il y a l'exemple de Lezoux, qui est une zone labellisée, avec des décisions précises. Bon, c'est pas parfait, mais ça quand même. Après, ça dépend aussi de la capacité financière des porteurs de projets qu'on accueille. Non, mais on est tous d'accord sur le fait qu'il faut avoir une exigence en la matière et se donner les moyens de la faire respecter. Oui, mais c'est pas facile. Donc ça voilà, c'est ça. Bien. Alors, je repose la question pour savoir si vous êtes d'accord pour céder ces deux parcelles au rapport 14 et 15 avec notre collègue qui ne prend pas part au vote. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Toujours Stéphane Rodier pour le rapport... Ah pardon, Sophie Delègue sur le rapport numéro 16 sur la convention concernant le FISAC. Puisque je rappelle que sur le mandat précédent, nous avons porté une candidature auprès des services de l'État et que cette candidature a été retenue et que nous sommes donc aujourd'hui bénéficiaires de ces aides de l'État sur l'ensemble des communes de Thiers-d'Or-et-Montagne, selon évidemment la vigueur et les projets qui seront présentés par les commerces éligibles. Sophie ? Je vais vous faire une petite synthèse de ce qu'est le FISAC. C'est un fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce. Donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le commerce, l'artisanat et les services dans les centres-bourgs jouent un rôle essentiel en matière d'aménagement du territoire et d'attractivité, d'animation et de création de liens, des liens sociaux, mais aussi le maintien et le développement de l'emploi. Donc TDM, en lien étroit avec toutes les communes,
impulse une stratégie et porte différentes actions. Donc pour ce faire, il faut une mise en œuvre d'une stratégie locale en faveur du commerce de proximité. Donc, suite au dépôt de dossier de candidature de TDM au titre de l'appel à projet FISAC sur la période 2018-2019, après un an d'instruction des services de l'État, la candidature de l'Interco a été effectivement retenue début 2020. Donc la subvention est de 351 536 € a été attribuée. Cette subvention se divise en une subvention de fonctionnement de plus de 85 000 € et une subvention d'investissement de 266 266 € pour un coût total du programme de 4 538 777 €. Donc ce dispositif doit permettre la mobilisation de finances publiques et privées dans le cadre d'un programme d'action sur la période 2020-2022, qui va s'articuler autour de plusieurs priorités, comme l'intervention sur l'immobilier commercial, le numérique dans les actes d'achat et l'amélioration du cadre d'activité commerciale et la montée en puissance des associations de commerçants. Donc les deux premières actions qui seront à mettre en place en 2020-2021, c'est l'étude technique sur les locaux vacants et la programmation commerciale et économique. Et la deuxième, ce sera sur le numérique, dans le cadre des actes d'achat qui se font de plus en plus sur le numérique par les gens. Et tout ceci pour une offre de proximité connectée qui agit avec une consommation plus responsable sur le territoire. Donc là, il est spécifié qu'en tant que maître d'ouvrage, la communauté de communes perçoit de l'État la totalité de la subvention FISAC et que par convention, la délégation de crédit, l'intercommunalité, alloue à chaque partenaire la part de FISAC lui revenant. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire sur ce que nous souhaitons mener dans le cadre du programme FISAC. Voilà, je rappelle que tous les dossiers présentés au titre du FISAC n'ont pas été retenus et qu'on a relativement de la chance d'avoir ce dispositif pour aider les commerces et les services de proximité tel que vous avez pu le voir en détail dans l'annexe 6. Y a-t-il des questions? Avis contraire? Eric? Voir si dans l'écrit, mais ça peut-être vraiment un fonds de l'État quand même. Je l'ai dit, hein. Oui, et qui a donc à vocation à être complété par la. Donc je ne comprends pas bien, quand on dit à chaque communalité alloue à chaque partenaire la part FISAC qui lui revient. Le partenaire, c'est qui là? C'est les communes, c'est les porteurs-projets? Là, on parle des différents financeurs. Sophie. Eric Boucaud demande, quand on dit la part qui lui revient, c'est de détailler à qui revient la part en question. Sur le paiement, c'est tout simplement que... Pardon. Vas-y. La part FISAC lui revenant, mais quand ils font... Relisez. En tant que maître d'ouvrage, la communauté de communes perçoit de l'État la totalité des subventions, et ces subventions, après, en fonction des travaux demandés, de tout ça, sera payée par la communauté de communes. À chaque partenaire, la part de revenant. Il y a une répartition a priori entre communes. Non, c'est en fonction des projets. Les projets, c'est en fonction des projets qui seront retenus. Bien. Y a-t-il d'autres questions? Oui, il y a déjà des demandes, oui. Alors, on avait identifié des besoins avant de monter le dossier, hein, parce qu'il fallait quand même s'appuyer sur des analyses de besoins. Tout à fait. Mais c'est prévu dans le dossier de l'animation. L'idée, c'est de mobiliser l'ensemble des services économiques de TDM, d'où l'intérêt aussi de créer un office communautaire du commerce, hein, ou communal, en fonction de ce qu'on pourra faire, mais
de mobiliser de l'ingénierie, parce qu'effectivement, les commerçants ont souvent d'autres préoccupations que de monter des dossiers, pour le coup, un peu lourds. Et la Covid va renforcer ça. Ouais. Donc j'en déduis qu'il y a un enthousiasme de l'Assemblée pour m'autoriser à signer la convention qui fait l'objet de l'annexe 6. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. On revient au dossier qui concerne l'habitat et je donne la parole à Stéphane Rodier. Oui, il s'agit du projet de programme local de l'habitat. Alors il était déjà passé par le conseil communautaire avec l'ancienne version du conseil communautaire, le 19 décembre 2020. Pardon, 2019. Oui, 2019. Ensuite, ce document a été transféré aux communes et à la formation schéma de cohérence territoriale du parc Livradois-Forêt. Un certain nombre de retours ont été faits par le schéma de cohérence territoriale qui ont été intégrés au projet. Alors simplement vous dire que vous avez des liens sur lesquels vous pouvez consulter ce programme. En quelques mots, il y a un diagnostic qui est fait et un programme d'action qui se développe en 4 orientations. Parmi ces orientations, vous avez maîtrisé et diversifié le développement de l'offre résidentielle afin de couvrir les besoins des ménages sur le territoire de Thiers-d'Or-Montagne. Vous avez par exemple dans les axes limiter l'étalement urbain, mobiliser les outils réglementaires et fonciers pour répondre aux orientations du PLH. On pense évidemment à tout ce qui est PLU ou PLUI. Vous avez l'orientation numéro 2, agir sur le parc existant, avec comme axe fort la lutte contre la vacance structurelle. En fait, l'idée est de limiter les constructions nouvelles parce que nous avons un bâti de qualité sur ce territoire et malheureusement, si on multiplie l'offre en termes de nouveaux bâtis, nous allons avoir une dissociation toujours plus importante entre d'un côté des populations qui vont s'intéresser à ce bâti-là et des populations paupérisées sur les bâtis anciens. Et donc l'idée est justement d'avoir un équilibre entre bâtis anciens et bâtis nouveaux. Il y a aussi tout ce qui concerne la performance énergétique des logements. Donc je me tourne vers ma collègue de gauche qui lutte là aussi sur ce dossier au travers du PCAET. Il y a plan climat, air, énergie territoriale. Exactement. Vous avez aussi toute la lutte contre le mal logement, qui est un dossier important en particulier pour les communes urbaines, particulièrement Thiers, mais aussi pour Pierre par exemple. Nous avons aussi tout ce qui est revitalisation des centres-bourgs ou des centres-villes. Nous avons, dans l'orientation numéro 3, déployer et adapter l'offre en logement pour les publics spécifiques, avec plusieurs axes. Un qui correspond aux jeunes, pour trouver une offre adaptée aux jeunes de ce territoire, pour les maintenir sur notre territoire. Un adapté aux personnes en perte d'autonomie, qui est un sujet majeur au vu de la population de notre territoire qui est vieillissante. Nous avons aussi un axe sur l'offre d'hébergement pour les personnes les plus défavorisées. Et finalement, le dernier axe qui est de répondre aux obligations du schéma départemental pour l'accueil et l'habitat des gens du voyage. C'est un sujet qui reviendra sur le devant de la scène, j'imagine, assez rapidement. Nous avons aussi une orientation 4 qui est faire vivre la politique de l'habitat et conforter le rôle communautaire. Et en fait, c'est un axe qui est chargé de vérifier ce qui se fait au cours du temps au travers de ce PLH. Vous avez aussi une feuille où vous avez les engagements financiers. Que je vais essayer de retrouver. Alors, la synthèse financière du programme local de l'habitat est un total sur 6 ans de 565 000 € et donc par année de 94 000 € environ. Voilà, Monsieur le Président. Bien, merci pour cet effort de synthèse d'un document copieux, mais ô combien utile pour le territoire.
ô combien utile, notamment pour bénéficier des aides de l'État en direct ou via les bailleurs sociaux. C'est un travail de synthèse. Je rappelle qu'il y avait, avant la fusion des EPCI, 3 communautés sur 4 qui avaient un PLH, chacune le leur, et qu'il a fallu ce travail d'harmonisation et de complétude pour être à l'échelle de l'ensemble du territoire de Thiers, d'Or et Montagne. Là aussi, il y a eu un travail important. Je salue avec beaucoup de... un hommage je rends à Christiane Sanson, qui était vice-présidente à l'Habitat pendant 3 ans et demi, et qui a conduit avec sa commission, avec les services, avec les collègues du bureau communautaire, ce travail conséquent. Y a-t-il des questions? Oui, Francis? Micro, s'il vous plaît. Sinon, ça n'a aucun intérêt. On est certain que la vidéo. Tu peux recommencer. Oui, excusez-moi. Non, c'est bon, il marche. Oui, excusez-moi. Donc, je disais, n'ayant pas participé à l'élaboration du plan local de l'habitat en commun, tout à l'heure, tu as donné des données, Stéphane, financières. Et en fait, je ne sais pas à quoi elles correspondent. Est-ce que c'est des fonds que la communauté de communes va donner? Tu as parlé de 565 000 euros. 565 000 euros de mémoire. Ce sont des fonds qui vont être dépensés par la communauté de communes pour répondre aux différents axes qu'a présenté le maire de Thiers. Avec des financeurs derrière qui viennent appuyer en grande partie ces dépenses. Bien sûr. Un effet levier, en fait. Et oui, pour réhabiliter des logements, les isoler, etc. Que ce soit sous forme de subvention aux propriétaires privés ou aider un bailleur à porter, une commune à porter un programme. D'accord. Je suis pas certain qu'on entende à la vidéo. C'est dommage. Allez, vas-y, là. Oui, alors simplement, est-ce que je voulais simplement savoir si on pouvait disposer des observations du SCOT, voilà, et avoir une clarification sur la deuxième observation du SCOT qui est résumée, synthétisée, clarifier l'utilisation des données liées à l'étude densification réalisée dans le cadre de l'élaboration du SCOT. Donc, si quelqu'un a compris, Oui, il oui. va me le faire expliquer. Le SCOT, donc faut rappeler que c'est le schéma de cohérence territoriale qui vient juste d'être adopté donc par Madame la préfète, qui concerne 3 EPCI. Le SCOT, c'est qui impose à 3 EPCI d'avoir, avec des particularités propres à chacun d'eux, mais une vision concertée de l'urbanisme, notamment à travers les documents d'urbanisme réglementaires que sont les PLUI quand il y en a, les PLU à l'échelle des communes, PLUI, plans locaux d'urbanisme intercommunaux, plans locaux d'urbanisme à l'échelle communale, et puis ou les cartes communales. Donc cette mise en compatibilité va se faire dans les années à venir, hein, puisqu'il n'y a pas d'obligation pour l'instant. Simplement, oui, la réponse, alors on n'a pas appris par cœur hein, les observations qu'a faites la formation Scott, mais ils sont là. Tiens, Ils sont dans le document de synthèse. Il y avait peut-être un document un peu plus détaillé. Oui. Ça résume bien, oui. Insister sur une meilleure prise en compte des objectifs de production foncière lors de l'élaboration, la modification ou la révision des plans locaux d'urbanisme. En fait, on nous demande de faire en sorte que les communes traduisent dans leur PLU les orientations du PLH, à défaut d'avoir un plan local d'urbanisme intercommunal. Mais pour l'instant, ce n'est pas le choix qui a été fait par les communes de TDM, c'est au contraire de garder une logique de plan d'urbanisme communal et d'encourager, d'accompagner les communes qui n'en ont pas, là oui, par l'ingénierie communautaire, et éventuellement mobiliser l'argent de la communauté, et de clarifier l'utilisation des données liées à l'étude de densification réalisée dans le cadre de l'élaboration du SCOT. En fait, le SCOT a été amené, notamment en cours de route, à tenir compte de la circulaire qui a fait couler beaucoup d'encre
circulaire signée à l'été dernier qui incite les services de l'État déconcentrés à veiller à ce que les documents d'urbanisme réglementaires aillent vers le zéro artificialisation nette des sols. Net, ça veut dire qu'on peut avoir du plus, mais si on a du plus, on va avoir du moins. Donc il y a pour cela une étude de densification qui permet de dire si on est dans un territoire qui doit aller rapidement vers le zéro artificialisation, ou si, bon, on peut imaginer qu'on a un petit peu de souplesse. Voilà. Mais c'est un enjeu considérable pour des territoires dits détendus, de façon à ce qu'on ne verrouille pas le développement économique et l'accueil de nouvelles populations, le redressement démographique pour ce qui nous concerne, hein, tout en respectant cet enjeu sur la non-artificialisation des sols. Éric, beaucoup. Il arrive. Le micro. Éric, beaucoup. On reste avec des flux communaux, mais il y a bien une date limite pour passer en flux intercommunal. Il n'y en a plus. Donc, Ça s'est passé l'été dernier aussi. je ne sais plus quel est le véhicule législatif, comme on dit, qui a supprimé la date butoir. Elle peut revenir. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de contrainte, d'obligation. Je pense que c'est lié à la loi engagement proximité, suite au grand débat national, que cette obligation a disparu du code de l'urbanisme. C'est une période où je m'intéressais moins à ces sujets. Mais la question sur les friches, justement, elle rejoint ça. Si on arrive à recycler des friches, ça sera très bien. Les objectifs du PLH énumérés par Stéphane Rondier, très bien. Enfin, il y a quand même des choses qui font sourire. Réduire les constructions neuves, il n'y a que là qu'on gagne un peu d'habitants. Je demande à voir quel maire arrive à faire. On peut réduire les surfaces constructives, oui. C'est ça un peu, c'est le meilleur moyen, c'est de faire ça. C'est pas si simple que ça. Une fois que le document d'urbanisme est adopté, quand le squat l'est, je ne vois pas très bien. Enfin bon. Non, mais les documents d'urbanisme communaux ont un délai que je n'ai pas en tête, mais pour se mettre en conformité avec le SCOT. Oui. Puis à un moment, de toute façon, Ils basculeront en PLUI tôt ou tard. Sans doute, c'est le sens de l'histoire. Bien. Oui, Christiane Sanson. Pour réduire les friches industrielles et les réinvestir, c'est comme ça qu'on arrivera à zéro artificialisation nette, c'est sûr. Mais ça coûte très très cher. Et vous le savez comme moi, et c'est pour ça que ça se fait très peu. Alors, c'est plus facile. De négocier ce transfert quand il le peut. Voilà, c'est plus facile dans les territoires où il y a une forte attractivité, où les terrains se vendent 500 € le mètre carré. Chez nous, c'est plus compliqué. Hein. C'est vrai que plus le foncier est cher, plus la mobilisation des friches est entendable sur le plan économique. Là où il y a du foncier pas cher et surtout peu de demandes, voilà, la solution, mais c'est plus aisé, pollué, amianté. Sur l'ancienne municipalité, j'avais dit mais elle a quand même pas si mal joué le coup sur la convention de construction en obtenant des amiantages et la démolition de ça laisse quand même un vaste terrain constructif pour les suivants. Encore faut-il avoir des entreprises qui puissent tenir ces engagements. Encore une fois, hein, c'est... Tout est dans l'application. Voilà. Bien. Sur ce rapport présenté par Stéphane Rondier, est-ce que l'on peut passer au vote? Y a-t-il des avis contraires à l'adoption du PLH de Tiers d'Or et Montagne? Des abstentions? En tout cas, je vous remercie pour cette unanimité parce que je pense que le document correspond vraiment aux enjeux de notre territoire. Maintenant, il faudra le faire vivre, il faudra être vigilant, mais on a un document, me semble-t-il, de qualité. Bien. Ensuite, nous arrivons à quelque chose qui est un peu technique, mais derrière se cache un enjeu plus intéressant. Rachel Bournier, qui a un petit peu, on peut le dire, Rachel, une extinction de voix, donc on va être très attentif avec ce que tu vas nous dire, on va surtout te prêter le micro. Merci, Président. Donc, je pense que je vais écourter pour vous et pour moi. Donc, le
dossier et le rapport que je vais vous présenter concerne donc l'acte constitutif et l'adhésion au groupement de commandes Solerdom. Donc l'objectif, c'est d'implanter de manière massive des centrales photovoltaïques en toiture de bâtiments publics. L'objectif de ce groupement de commandes qui a été proposé aux 30 municipalités du territoire est de faire en sorte que par des commandes massives, eh bien, on puisse obtenir par des économies d'échelle eh bien, des prix plus intéressants et des conditions avantageuses d'un point de vue technique également. Donc, ce sont déjà donc, 8 bâtiments communautaires qui ont confirmé leur participation à Solerdom. Donc, c'était en date de décembre 2019. Et une dizaine donc, de communes ont aussi manifesté leur intention de participer. Par conséquent, ce qui vous est demandé aujourd'hui, c'est de faire en sorte que Thierry Doré-Montagne soit considéré comme le coordonnateur de ce groupement de commandes, et donc qu'il sera la porte d'entrée, si je peux dire, de toutes les collectivités qui seront engagées dans ce projet d'installation de centrales photovoltaïques. Donc en annexe, vous avez déjà la liste des bâtiments, ça vous intéresse, les 8 qui concernent la TDM. Et donc, bien évidemment, il vous est proposé donc d'approuver l'acte constitutif du groupement de commandes pour l'implantation de ces centrales photovoltaïques, d'approuver l'adhésion à la communauté de communes au dit groupement de commandes et d'autoriser le président à signer donc le dit acte constitutif et tout document se rapportant à la présente délibération. Merci Rachel. Y a-t-il des... Oui, Francis Roux. Oui, merci. Juste pour savoir Solerdom, ce qui est-ce que c'est quelque chose qui est porté par le département comme un moment on voyait? Oui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est un accompagnement départemental qui vise donc à assurer l'implantation massive, donc plus on est nombreux, meilleures les conditions seront. Et donc voilà, et ça fait partie évidemment de notre engagement dans le PCAET pour 2020-2026. Avec un accompagnement technique de l'ADUM. Voilà. Bien. Oui, t'as. Oui, je voulais simplement savoir si ce pas dans les quelques bâtiments on démarre l'opération. Thiers, il y a des mètres carrés très importants à Thiers. Je voulais savoir si Thiers allait s'engager dans une démarche spécifique, ou si elle participe aussi à cette démarche. Ah oui, ma connaissance, oui. Mais le maire de Thiers va donner son point de vue là-dessus. On en parlera peut-être au prochain conseil municipal. Ah ouais, on est sur un premier recensement tard. L'idée, c'est qu'il y ait beaucoup de communes, sous réserve qu'on ait des architectes des bâtiments de France qui permettent aussi la manœuvre. C'est pas spécialement évident de concilier les énergies renouvelables et la protection du patrimoine. Donc il va falloir travailler et convaincre. André ? Il n'est pas trop tard pour pour déclarer son intérêt. Bien, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Nous avons ensuite deux dossiers que va nous présenter avec enthousiasme Thomas Barneria, surtout qu'ils sont très techniques, mais assez simples à comprendre. Donc Thomas, je te fais passer le micro, sauf s'il pouvait revenir par là, parce que celui que j'ai ne balade pas, donc il est... si vous voulez bien faire passer le micro à Thomas. C'est bientôt là, Thomas. Tu fais ensemble les rapports 19 et 20, si tu veux bien. Merci Tony. Donc deux points qui sont liés concernant le SPAN, service public d'assainissement non collectif. Le premier point consiste à modifier les statuts afin d'augmenter le nombre de membres du conseil d'exploitation pour qu'il y ait un maximum de communes représentées. Donc de passer de 10 membres du conseil communautaire à 16 et de conserver 5 membres qui ne sont pas conseillers communautaires qui représentent les usagers. Donc ce qui amènerait le conseil d'exploitation à 21 membres. Tu nous communiques la liste du coup ? Ouais. Donc le point... Un petit point de commentaire, ça. Lors du précédent conseil communautaire, on s'est rendu compte qu'on avait plus de collègues candidats que de nombre de places dans la régie. C'est quand même dommage de priver les collègues de participer, alors qu'il suffit de modifier nos statuts pour permettre une participation un peu plus large.
Voilà, le but étant d'intégrer toutes les personnes qui souhaitaient participer au SPANC. SPANC qui a été créé en 2019, le 1er janvier, par la communauté de communes et qui gère l'assainissement non collectif sur 26 des 30 communes de la collectivité, puisque 4 communes sont gérées par un syndicat, le syndicat Rive Droite de l'Ador. dont le président est dans les tribunes. Et donc le point numéro 2 consiste à nommer les membres du conseil d'exploitation dont on vient de modifier les statuts. La liste des conseillers communautaires, qui sont 16, Daniel Balizoni, Thomas Barneria, Tony Bernard, Patrice Bion, Philippe Blanchoz, Marc Bonneau, Tahar Bouanan, Janie Brousse, Ludovic Combe, David Desrossi, Ghislaine Dubien, Jean-Pierre Dubo, Christophe Dos Santos, Yves Gacon, David Pomerette et Guy Pradel. Donc cette liste, vous la découvrez pas, hein, c'est celle du précédent conseil communautaire. Donc qui est composé de conseillers communautaires ou suppléants, et puis 5 membres non conseillers communautaires, Marcel Barjon, Lionel Citerne, René Gozio, Serge Perche et Gérard Rimbert. Voilà, donc on entérine ce qui émane de notre précédente réunion. Sur ces deux aspects, je te remercie Thomas, sur ces deux aspects, modification des statuts et nomination, entre guillemets, désignation des membres de la régie, y a-t-il des questions ? Avis contraire? Abstention? Oui. Une abstention, merci. Ensuite, nous avons le rapport numéro 21. On espère pouvoir profiter des quelques décibels de Rachel. Et puis après, c'est promis, on ne vous posera plus de rapport. Merci, Monsieur le Président. Ça se gâte. Donc, l'ADEME et la Banque des territoires accompagnent les investissements territoriaux et les travaux de transition écologique. Donc, dans ce cadre-là, elle lance un appel à manifestation d'intérêt qui vise donc à aider les collectivités à identifier les besoins sur leur territoire, des besoins notamment en termes d'identification sur l'immobilier de tous les travaux potentiellement nécessaires, que ce soit de la conservation, de la rénovation, de la cession, de la démolition. Et dans ce cadre, donc, il nous est proposé, dans le cadre de l'AMI, de mettre en œuvre ce qu'on appelle un schéma donc, directeur immobilier énergétique. Le programme donc, vise à élaborer des travaux